Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons continuer le cours sur les principes et les calculs de la biomécanique. Donc comme je vous ai expliqué auparavant, il y a un certain nombre de paramètres et de grandeurs qu'il faudra retenir et surtout que ces grandeurs-là, ça fait partie intégrante des calculs que l'on va faire. Hein, d'accord? Donc je vais commencer par le définir, en fait, j'en ai parlé d'ailleurs sur le centre de gravité. Ça veut dire le centre de gravité, comme j'ai dit, c'est le centre de masse. C'est le point central autour duquel la masse est répartie uniformément. Alors, sur n'importe quel objet, eh bien, il y a un point, il existe un point. Alors, ce point-là, il faut noter que parfois, il n'appartient pas au corps lui-même. Par exemple, si je prends le triangle ici, à cet élément-là, oui, en fait, le point central, il n'est pas dans la matière, il est donc à l'extérieur. Parfois, ce point-là peut être à l'extérieur. Donc, en fait, c'est un point qui existe dans l'espace, mais pour lequel la matière est répartie uniformément autour de ce point-là. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le centre de gravité ou bien le centre de masse. Alors, pour le corps humain, il existe pour chaque membre un point central, un point de centre de gravité. Et en plus, il y a le centre de gravité du corps lui-même, en moyenne. Donc, en fait, c'est quoi en fait le centre de gravité de la personne? Ce n'est autre que la moyenne, en fait, ce qu'on appelle le centre, donc le barycentre, de tous les centres de gravité de toutes les parties. Par exemple, pour la main, j'ai un centre de gravité, pour la jambe, etc. Mais il y a un point central qui est pour tout le corps. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce point-là que, que le poids, donc, il vient vers le bas. En fait, c'est mg. Ben aussi, on avait dit que le système pour le, il y a un système qui est qu'on appelle le levier en thérapie, si vous voulez, comme la tête, on a modélé tout simplement par une barre qui est simplement appuyée autour d'un point. Et il y a deux poids, deux forces F et R, ce qui correspond à deux poids, P1 et P2. Et donc ce point-là, il bascule de part et d'autre, en fait, vers l'avant et pour l'arrière. Donc c'est ça, en fait, la tête, il est tout simplement schématisé par une barre horizontale qui appuie sur un point. D'accord? Il y a aussi des positions des modèles simples, ce qu'on appelle la modélisation simple. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Si je prends par exemple une personne qui s'assoit de cette façon, donc il est comme ça, donc c'est sur une chaise par exemple, ou bien sur une casse, et dont les jambes sont placées de cette façon-là. Alors en fait, le bilan des forces, ce que nous avons, c'est les bilans, c'est la force qui est exercée par le corps sur le sol, il y a la réaction du sol. En fait, hein. Il y a aussi la réaction sur le bassin aussi. À partir de cet élément-là, on est assis. Mais en fait, le centre de gravité, il est quelque part ici. Donc il y a le poids aussi qui va jouer. Alors, si je prends par exemple cet exemple-là de ça c'est la brouette en fait, si vous voulez, son centre de gravité est situé là. Donc c'est ça en fait le poids de la machine. Et donc, quand j'ai une force ici, pour contrer ceci, donc je dois avoir une force qui a un moment, en fait, qui a une distance, et par rapport à ce point-là, et qui permet justement de contrer la réaction donc du sol. Hein. Donc, c'est par rapport à R. Donc, en fait, si vous voulez, c'est juste pour dire que quand on a une position quelconque, nous avons un certain nombre de forces qui sont donc réparties par rapport au contact extérieur. Hein. Alors, je prends par exemple le bras, comme j'en ai parlé déjà avant. Il y a la force qui est donnée par les muscles. Hein. Alors, j'ai ici le centre de gravité qui est le poids du bras, ou bien si j'ai un autre poids, par exemple, quelque part, mais j'ai également la réaction qui est donnée par le muscle. Alors, le muscle il est représenté, schématisé tout simplement par une force F, donc qui est verticale, et cette force-là, elle change, en fait, de direction par rapport au bras lui-même. D'accord? Donc, en fait, ce muscle-là, on doit calculer, donc on a connaît la force, donc on peut savoir quels sont les efforts qui sont exercés là-dessus, etc., pour savoir quel est son comportement. Nous avons un autre phénomène, ce qu'on appelle l'effet de Camp. C'est quoi l'effet de Camp? C'est très simple. C'est le fait de faire tourner, par exemple, un cercle autour d'un point qui n'est pas le sien. En fait, j'ai par exemple, alors je peux expliquer ça par exemple ici. Je peux prendre un cercle, voilà. J'ai son centre de gravité G. Ça c'est G. Le centre de gravité, c'est le point G. D'accord? C'est à partir de quel? G, en fait, le poids.
En fait, le poids, comme j'ai dit, c'est P égale à mg. Hein. C'est la masse fois l'accélération. Alors, tout le monde sait que G, c'est l'accélération, c'est environ 10 mètres par seconde carré. Maintenant, cette roue-là, il va tourner, par exemple, autour de ce point-là, par exemple, avec une rotation oméga. Maintenant, supposons que je change la position de G. Eh bien, au lieu de mettre G ici, eh bien, je vais la mettre, par exemple, quelque part ici. Hein, quelque part ici. G, et ben, un autre point O, un autre point O de rotation. Et donc, je vais faire la rotation autour de ce point-là. Hein, il va tourner autour de ce point. OK. Alors, le point, il est là, toujours, la masse, elle est toujours comme ça. Voilà. Mais la rotation, elle se fait autour de ce point. Donc, alors, ça, c'est le centre de gravité, normalement G. Et ça, c'est le centre de rotation. Et j'ai une distance entre les deux. OK. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on appelle ça excentricité. Alors, ça s'appelle ça excentricité. Excentricité, en fait, ça s'appelle ça, excentricité. Voilà. Cité. Voilà, c'est l'excentricité. Pardon, voilà. Excentricité. Voilà. Ça, c'est excentricité. Donc, il tourne par rapport à ce point-là. Donc, il tourne par rapport à ça. Donc, en fait, il y a un effet de va-et-vient, en fait, de la barre qui a une valeur de 2, E et moins 1, en fait. Hein. Donc, il va en haut et en bas. Hein. Il va E et moins 1. Donc, en fait, elle va être comme ça. Donc, dès qu'elle tourne autour de ce point-là, alors ça, c'est le point de rotation. Et bien, quand elle tourne comme ça, eh bien, il y a donc un effet de va-et-vient du cylindre. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc l'effet cam. Ça s'appelle la cam. Voilà, la cam. L'effet cam. Voilà. L'effet cam. L'effet cam, donc, ça veut dire tout simplement que il tourne autour d'un point qui n'est pas le centre de gravité. Hein, d'accord. Alors, je reviens maintenant vers la présentation. C'est ça ce que je veux dire ici. C'est ce qu'on appelle arabacam ou c'est l'effet cam. Alors, ça existe parfois que ça tourne autour d'un point qui n'est pas le centre de gravité. Et donc, il commence à osciller autour d'une surface. Et donc, c'est possible d'avoir cette situation-là. On a la poulie. La poulie, c'est tout simplement, c'est un système qui permet, grâce à une poulie et à une corde, il permet tout simplement de transformer le sens de la force. Par exemple, j'aimerais bien prendre une charge ici, et avec la poulie, je pourrais là changer le sens. Par exemple, voilà, je reviens ici, sur ma présentation, voilà. J'ai, par exemple, une masse. J'ai, par exemple, une masse ici, ou bien quelque chose comme ça, à supporter. J'aimerais bien la supporter. Et bien, pour faciliter la tâche, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une poulie. Je mets une poulie ici. Voilà, une poulie, c'est, il tourne autour de ce point. D'accord? Comme ça. Il tourne autour de ce point. Je mets une corde. Voilà. Et je tire par ici. Par ici. Voilà. F. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle la poulie. Hein. Donc, je tire et elle va. Ça, c'est la corde. C'est la corde. Voilà, ça, c'est la corde. Pardon. Voilà, ça, c'est la corde. Donc, voilà, ça, c'est l'effet poli. Et donc, ça, c'est important. Alors, vous savez bien, nous allons voir que dans les systèmes qu'on utilise surtout en médecine, surtout les systèmes pour transport, donc des supports, pour des lits, par exemple, pliables, voilà, beaucoup de systèmes qu'on utilise en médecine, on utilise justement ce système-là à poli. Je reviens maintenant à la présentation. Donc, je continue. Alors, ce système de poli, par exemple, regardez ici, donc c'est presque la même chose que c'est vraiment, ça simule plus ou moins en fait, ça simule plutôt, euh, comment dire ça, donc les vaisseaux, quoi, les vaisseaux, enfin les vaisseaux, tout ça, euh, qui justement pour plier, par exemple, autour voilà, de l'os ici, par exemple, d'une articulation, eh bien, il y a un effet poli. Donc, c'est comme une corde, quoi, c'est une sorte de corde. Il y a un fil, et quand je tire, eh bien, ça fait tourner. Donc, même, ça se passe même au niveau des pieds, au niveau des doigts, etc. Donc, c'est un système qui est justement, qui ressemble à la poulie. En fait, c'est une similitude entre la poulie et justement l'utilisation réelle, naturelle, qui en fait, alors c'est grâce à ces fils, en fait, ou bien à ces artères, enfin, là, eh bien, c'est là que se passe l'opération justement de la force, et ça permet donc de plier donc ces organes là.
Alors, j'ai par exemple cette poulie-là, bon, j'ai un certain nombre de modèles. Alors ça, c'est juste un modèle mécanique. Il y a ce qu'on appelle ici une poulie mobile, ça veut dire quand je tire tous les deux montent en même temps, donc ça s'appelle une poulie mobile. J'ai également une poulie multi, ce qu'on appelle le moufle, mais pas moufle c'est moufle en fait, le moufle. En fait, c'est plusieurs poulies avec une charge, donc ça existe aussi, donc on a plusieurs poulies. Alors dans le corps humain, il y a un certain nombre de systèmes comme ça. Il y a des poulies, enfin, c'est comme j'ai dit, deux articulations, on tire plusieurs comme ça, des artères, et puis donc ça permet de tirer et de plier, en fait, ou bien de déplacer un organe. Donc c'est comme ça à peu près que ça marche. Donc ça s'appelle donc des moufles, un moufle. Moufle. Euh, bon, ça c'est ce qu'on appelle la course. Alors vous avez par exemple ici, alors là, je reviens ici sur le aussi sur le voilà. Je prends par exemple un bras, voilà, voilà comme ça. Eh bien ça c'est le si vous voulez c'est un élément 1. Alors ça c'est une rotule, ça s'appelle ça une rotule. Ça, on appelle ça rotule, pardon, rotule. Alors ça c'est rotule, hein, ça c'est la rotule. Donc rotule, voilà, rotule. Donc j'ai l'élément 1 par exemple, l'élément 1 et l'élément 2 ici. Alors je sais que si je veux par exemple que ce corps-là en fait, là je vais changer un peu de couleur par exemple ici. Bon, alors si je veux par exemple que ce corps-là il peut tourner par rapport à ça avec une rotation θ, hein, donc θ. Donc j'ai ici le mouvement, donc c'est par rapport à ce point, un point central, j'ai un mouvement θ. Elle va donc θ, elle varie de, par exemple, si celui-là, il est de, je ne sais pas, il est à 0, par exemple, à la position initiale, il est à 0, par exemple, hein, hein. Donc il peut faire toute cette rotation-là, donc il passe de 0 jusqu'à 180 degrés. Hein. Ça, c'est comme le cas, par exemple, du pied. Voilà, pour le pied, par exemple. Voilà, par exemple, la jambe. Là, c'est la jambe, hein, par exemple, là, etc. Eh bien, ici, voilà, si vous voulez, ça c'est le bassin, par exemple. Eh bien, j'ai ici la jambe qui va de cette position maximale, hein, maximale, jusqu'à, voilà, jusqu'à, alors, elle va de cette position-là. Donc, par exemple, de ceci, de 0 jusqu'à ceci. Donc, θ, θ, elle varie de 0 jusqu'à 180 degrés. En fait, c'est pi. Voilà, jusqu'à pi. En fait, c'est pi. Voilà, pi. Donc, en fait, elle varie. En fait, ça, c'est la jambe. La jambe, ça, c'est le pied, si vous voulez. J'ai également la même chose, ceci aussi. J'ai le modèle ici en bas aussi de la jambe, aussi le pied. Alors, comme ça. Voilà. Et bien, ça aussi, ça tourne, en fait, la même chose. Hein. J'ai également la rotation que je pourrais faire. Hein. Donc j'ai ici ce pied-là qui tourne par rapport à ce point, donc il tourne avec un fil. Voilà. Donc la même chose, le pied, il tourne, il peut par exemple prendre cette position, etc. Hein. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le mouvement. Alors ça, c'est ce qu'on veut dire ici, c'est ce qu'on appelle la course. Hein. Ça s'appelle la course. La course, ça veut dire donc ceci, il va tourner par rapport à ça dans un certain sens. Hein. Et la distance parcourue s'appelle donc la course, tout simplement. D'accord? C'est les articulations. Alors nous avons ce qu'on appelle les chaînes. Hein. Alors c'est quoi les chaînes? Eh bien les chaînes c'est un ensemble de d'éléments. Alors quand on parle de chaîne, hein, on parle de chaîne, eh bien on parle d'un certain nombre d'éléments qui sont reliés entre elles et qui sont enchaînés hein, successivement. Voilà. Alors par exemple, je peux prendre ici un élément 1, il est relié à un autre élément 2, et puis sur le troisième, il est relié à un élément 3, et ainsi de suite. Hein. Eh bien, c'est comme ça que 4, par exemple, etc. Hein. Donc, en fait, c'est grâce à cette chaîne-là, par exemple, je peux prendre celui-là, je vais le fixer, celui-là, par exemple, là, et je donne des mouvements aux autres, si vous voulez.
On peut par exemple donner des mouvements aux autres. Par exemple, celui-là qui peut tourner par rapport à θ1. Celui-là également, j'ai θ2 ici entre les deux. J'ai θ3, etc. Donc ça veut dire, donc chaque corps, il tourne par rapport à l'autre. En fait, c'est ce qui se passe sur le corps humain, par exemple. J'ai, c'est une sorte de chaîne, si vous voulez. Alors, le corps humain a la même chose, c'est à peu près le même cas. J'ai ici, par exemple, voilà, j'ai une sorte de chaîne, hein, voilà. Voilà, j'ai par exemple ici, voilà, et voilà, c'est une chaîne. Il y a un certain nombre de chaînes, voilà, hein, par exemple, la même chose ici, ok, voilà, je mets de même, hein, voilà, si vous voulez. J'ai de même, ok, alors ça aussi, ce sont des chaînes, hein. Ça c'est ça, c'est ce qu'on appelle donc la colonne vertébrale aussi, c'est des chaînes. Si j'ai également, c'est les jambes aussi, voilà, pardon, pardon, oui, voilà, et de même ici la même chose, hein. Voilà, par exemple. Et ça, tout ça, c'est des chaînes, c'est grâce à. Donc, c'est ça, c'est un modèle de chaîne, hein, ça s'appelle des chaînes. Alors, donc, entre les, ça, c'est les articulations. Et tout ce que nous avons entre les deux ici, ce sont des corps rigides. Hein, ça, c'est rigide, mais en tout cas, l'un qui bouge par rapport à l'autre. Hein, donc, ça veut dire, donc, nous avons un certain nombre voilà, de mots. Alors, ça, c'est les limitations. Voilà, là, c'est ça, voilà, voilà, voilà. Donc, tout ça, ça bouge, hein, en fait, ça bouge, il y a des angles, etc. Hein. Alors, pour faire l'étude, justement, c'est ça ce qu'on appelle l'étude cinématique. Le fait d'étudier ces angles-là, θ1, θ2, θ3, etc., ça s'appelle donc justement, j'ai même ici l'angle, par exemple, ici, j'ai un mouvement comme ça, par exemple, j'ai la tête ici, par exemple, il y a un certain nombre de mouvements dans l'espace. Donc, en fait, c'est un mouvement très, très complexe, il y a beaucoup de paramètres. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a plusieurs θ, plusieurs angles, et plusieurs articulations, plusieurs liaisons, mais il n'y a pas d'allongement. Sachez que le corps humain, il n'y a pas beaucoup d'allongement. Ça veut dire que je ne peux pas allonger, par exemple, le bras plus que ce qui est déjà, parce que c'est pas possible. Hein, il ne s'allonge pas, parce que ce sont des corps rigides. Mais en tout cas, les rotations, il y en a partout. Donc, en fait, c'est pour cela que le mouvement, il est assez complexe. Et donc, ça s'appelle les chaînes. Hein, ça, donc, c'est la théorie des chaînes. On utilise les chaînes. Hein, en fait, en mécanique, c'est très connu. On a beaucoup d'équations, voilà, beaucoup d'équations sur les chaînes et qui permettent justement d'étudier le comportement de l'humain, les forces un peu partout internes et tout ça, afin de savoir donc dans quel sens donc il y a le comportement, comment il est donc dans le corps. Alors c'est pour cela que j'ai parlé ici donc justement d'éléments, chaînes articulées, musculaires, etc. D'accord. Maintenant, on va parler de la notion de contrainte. Hein. C'est alors ça, ce que nous avons fait en premier semestre, si vous vous souvenez bien sûr, nous avons fait ce qu'on appelle les contraintes. C'est quoi les contraintes? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement la réaction d'un corps donc déformable par rapport aux forces extérieures. Donc et il introduit bien sûr la notion de la section, la force bien sûr interne et bien sûr les dimensions géométriques. Donc, la contrainte, il est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous montre un peu quelles sont les déformations en interne qui se passent dans le corps, ou bien dans l'élément, ou bien dans la structure qui est considérée. Si je prends par exemple un os, ou bien la dent par exemple, eh bien en fait, quand je lui exerce une force extérieure, il y a des forces intérieures qui sont là-dedans. Donc, alors ces forces-là intérieures, eh bien, elles sont caractérisées par ce qu'on appelle les contraintes. Eh bien, ça veut dire donc c'est si je coupe la structure, par exemple la dent, il y a l'os de l'intérieur, eh bien je sais que la matière à l'intérieur, elle aussi, elle est soumise à des forces en interne. Et bien ça donne lieu justement, c'est à cause des contraintes. Donc ces contraintes, c'est ça. D'accord. Alors si vous voulez, je peux vous expliquer un peu ça sur le voilà, comme ça. Voilà, je vais passer. Hein. Ah, ok. Voilà. Alors voilà, je presse le noir ici. Voilà. Alors si je prends par exemple une matière quelconque, hein, je sais pas, une matière quelconque, comme ça, peu importe, hein, voilà, de la matière,
eh bien, je peux par exemple exercer des forces ici, F, et des forces F1 par exemple, hein, F2, je ne sais pas, beaucoup de forces, F2, F3, etc. Alors c'est pour ça en fait, si je prends l'intérieur justement de ça, si je tire un élément, par exemple un triangulaire, si je prends un élément comme ça, je le coupe de l'intérieur, hein. Je coupe un élément, je le coupe et je le sors ici. Donc je peux, par exemple, j'ai un élément que j'ai coupé de la matière. Imaginez que vous découpez la matière à l'intérieur, hein. Hein, vous découpez, eh bien sachez que justement cet élément-là, il est soumis à un certain nombre de forces internes, des petites forces F1, de tous les côtés d'ailleurs, hein, des petites forces, surtout des forces. Ce qu'on a fait des forces internes, F3, etc. Chaque facette, vous savez, chaque face par exemple, cette face-là, hein, j'ai une certaine force F1. Eh bien, sachez que les F1, eh bien, là, c'est F1, cette petite force-là, qui est impliquée sur le petite matière à l'intérieur, eh bien, c'est la contrainte, je l'appellerai cette contrainte, par exemple, sigma 1, 1, 2, par exemple, fois la petite surface, celle-là, S1. Voilà. Alors, c'est ça, en fait, la surface, hein. Alors, voilà. Donc, ça, toujours comme ça. Donc, ces forces, eh bien, elles sont tout simplement la contrainte qui multiplie la surface, hein. Donc, c'est généralement comme ça, un peu partout. À chaque fois qu'il y a une petite facette ici, eh bien, on dirait qu'il y a les facettes à l'intérieur sont écrasées. Alors, c'est comme si on veut dire, par exemple, si la personne, sur un muscle, il s'est senti mal. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il a pris une charge très grande, une grande charge, il a pris par exemple 20 kilos, et puis le muscle, il a un écrasement au niveau du muscle à l'intérieur. Eh bien, c'est en fait la contrainte qui a fait ça, en fait. Ça veut dire donc, à l'intérieur, il y a une force interne dans le muscle qui a fait que, justement, le muscle, il a été écrasé par une force interne, et c'est là qui a causé justement le mal au niveau de la muscle, du muscle. Donc, ça s'appelle donc les contraintes. On appelle ça, nous, avec un autre terme, la contrainte, hein. Alors, bien sûr, il faut savoir qu'il y a ces contraintes-là, ils entraînent des déformations, bien sûr, et bien sûr, chaque déformation, eh bien, elle induit ce qu'on appelle une modification de l'allongement du tissu. Alors, si jamais un muscle ou bien un tissu est soumis à une contrainte ou bien à une force en interne, eh bien, donc, il est allongé, hein. Alors, cet allongement, il s'appelle delta L tout simplement. C'est tout simplement détaillé sur L, ça se appelle la déformation. D'accord? Donc, si je prends un exemple ici, j'ai par exemple une force exercée sur cette barre-là. Il est allongé de une petite partie ici en rouge, delta L, et donc c'est ça ce qu'on appelle l'allongement qui est causé par la contrainte, et donc c'est delta L. Ça s'appelle donc la déformation. Delta L sur S, ça s'appelle la déformation. De même, ici, la même chose, si je prends cette contrainte-là, elle est peut-être un peu plus petite, parce que la barre elle est un peu plus grande, elle est plus large peut-être, mais en tout cas, il y a un allongement delta LB qui est divisé par L, ça donnerait justement là, ça donnerait justement la déformation, et donc c'est ça en fait, ça dépend donc voilà, de la taille, en fait, de la section de l'élément, enfin, de l'instruction. Alors, il y a ce qu'on appelle, on a déjà vu ça, en fait, ce qu'on appelle le diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de la contrainte. En fait, c'est ça, en fait, c'est sigma par rapport à la déformation. Généralement, il passe par deux phases en général. Il y a la première phase qui est ce qu'on appelle la phase élastique, dans laquelle il y a une droite. On peut dire sigma est égal à k fois epsilon. Donc, c'est une droite. C'est ce qu'on appelle la partie linéaire. Et il y a à partir du point, par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle la partie non linéaire. Donc c'est là où il y a la déformation plastique, ou bien ce qu'on appelle en termes de mécanique l'écoulement plastique. Et bien c'est là où on ne sait pas ce qui se passe en général, ça dépend des matériaux, ça dépend de beaucoup de choses. Donc en fait ça c'est très, eh bien c'est ce qui se passe normalement dans le corps humain, c'est plutôt la partie plastique, hein. En fait, il y a plusieurs déformations plastiques et c'est généralement incontrôlable, hein. Généralement c'est un peu difficile à modéliser mathématiquement parlant.
Donc c'est un peu difficile, mais en tout cas, on peut l'étudier parce que ça existe. Donc c'est la déformation plastique. Alors il existe en fait 5 types de formes de contraintes. Vous avez ce qu'on appelle la contrainte de traction, ça veut dire on tire, donc on rallonge avec une traction. Vous avez ce qu'on appelle la contrainte de compression, c'est l'inverse de la traction, en fait je pousse vers le bas, et donc il y a la matière, la structure qui rétrécit, donc elle rentre dans elle-même, donc ça s'appelle donc la... Vous avez le cisaillement. Alors bien sûr ici là, le corps il change, hein, parce que quand on pousse, il y a cette dimension-là qui va devenir plus grande. Par contre, quand on fait la traction, il y a cette dimension qui va se rétrécir, hein. En fait, il y a un coefficient qui s'appelle le coefficient, le modèle de Young, et le coefficient de Poisson, qui permet de donner la liaison entre la hauteur et cette épaisseur-là, cette largeur, pardon. Il y a le cisaillement, donc on cisaille, ça veut dire je coupe perpendiculairement à l'axe du cylindre, ici ça s'appelle le cisaillement. Nous avons ce qu'on appelle la torsion, donc en fait je fixe le bas, et je fais tourner le haut. Donc eh bien alors le cylindre il est soumis à une torsion, c'est un effort très difficile d'ailleurs, il est très grave. D'ailleurs c'est ce qui fait un peu que c'est le plus compliqué pour le corps humain, surtout l'os, il ne supporte pas beaucoup la torsion, hein. Ça veut dire que la torsion, tout de suite elle casse. Et vous avez la flexion. La flexion c'est quand on pousse de haut, elle fléchit. Donc il y a donc une flèche. Eh bien, voilà un peu les 5 types de bains. Donc, voilà. Pour les réactions à la déformation, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure sur la courbe, 2 parties. Il y a l'élasticité. Donc, c'est tout simplement le fait que le corps reprend sa forme initiale lorsque la force est supprimée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de force, ce qu'on appelle la relaxation. Il y a la plasticité, c'est-à-dire que le corps, il conserve la forme obtenue. Ça veut dire il y a la déformation plastique et qui est donc permanente. Donc il garde cette déformation même après avoir supprimé la force, il reste quand même déformé. Donc alors ça veut dire donc on a dépassé la limite, ce qu'on appelle l'élasticité, on l'a dépassé. Donc voilà. Donc ça s'appelle le... Alors pour les tissus biologiques, donc on dit qu'une barre métallique réagit bien aux 3 types de contraintes fondamentales. Ça veut dire, je dis bien, donc ça s'appelle un comportement isotropique. Un os réagit bien à la compression, moins bien à la traction, et encore moins bien, comme j'ai dit tout à l'heure, à la torsion. L'os, il réagit très mal à la torsion. D'ailleurs, vous le remarquez, à chaque fois qu'il y a torsion, il y a un cassure tout de suite, parce qu'il ne supporte pas beaucoup la torsion. Alors la traction, il supporte peu la compression, et c'est bien. Donc l'os, il réagit beaucoup. Alors la preuve, c'est que les jambes, le poids de la personne, c'est supporté par l'os. Donc l'os, il supporte bien, en fait, le poids. Donc ça veut dire donc qu'il y a la compression qui vient supporter. L'allongement, oui, on fait aussi l'allongement quand on fait du sport, par exemple, quand on s'allonge, on veut essayer de, voilà, ça aussi il comporte. Mais en fait, la torsion, non. Alors, l'os, il réagit aussi différemment dans la direction, ça dépend aussi de la direction de la force, le sens, etc. En fait, contre la force, qu'on appelle ça comportement isotropique. Donc en fait, l'os, il réagit différemment par rapport à la force, en fait, à son sens, à sa direction et tout ça, hein. Alors bien sûr, la même chose pour les autres tissus humains, donc c'est la même chose pour les mains. Tous les éléments se comportent d'une manière d'une autre par rapport aux forces qu'on lui applique. D'accord? Donc voilà, par exemple ici, j'ai ici par exemple le tissu biologique, on regarde comment il est. Alors ça vient aussi d'une expérimentation. Il est un peu différent. Il y a vraiment une déformation très 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 élastique, peu élastique. Il n'y a pas beaucoup d'élasticité, ce qu'on appelle donc pratiquement ou bien parfaitement plastique. Puis à un certain moment, la plasticité ça augmente. Voilà. Et donc on a donc certains comportements qui est plus ou moins comme ça. Donc peu d'élasticité au départ, puis à un certain moment il passe plastique, et puis après ça allongement. Donc l'allongement il est faible, mais en tout cas il y a une grande cassure, une grande augmentation de la contrainte. Euh, Ça ce qu'on appelle le comportement, la différence entre le comportement linéaire, un matériau linéaire et non linéaire. Alors linéaire, ça veut dire la contrainte pour la déformation. Il est linéaire, il est droite.
Par contre, non linéaire, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a un comportement plus ou moins à peu près de cette forme-là. Peut-être n'importe quoi d'ailleurs, parce que ça peut même changer. Hein. Donc il y a une grande différence en fait entre les deux. Ça s'appelle linéaire et non linéaire, si vous voulez. Donc, alors il y a aussi ce qu'on appelle le comportement viscoélastique, c'est-à-dire que le comportement il dépend du temps. Donc il y a les tissus s'allongent, mais on dépend du temps, de la durée. Parfois on allonge un tissu et à un certain moment il lâche même avec la même force. Ou bien parfois il peut supporter cette force-là même avec un temps très très grand. Ça dépend, ça dépend. Mais avec la même force, parfois il peut lâcher, mais, et parfois il peut. Alors donc, et on dit aussi que les tissus éliminent progressivement de l'eau. Et donc c'est pour cela que les molécules glissent l'une par rapport à l'autre. Donc on parle donc de comportement viscoélastique, ça s'appelle viscoélastique. Si on applique ça d'ailleurs à la kinésithérapie, par exemple, on laisse l'organe un certain temps, donc l'étirement, on laisse beaucoup, on étire un peu, donc pour que les tissus s'allongent, etc. Il y a beaucoup d'opérations qu'on fait dans ce sens-là, surtout quand il s'agit de rallonger un os ou bien de rallonger un tissu, etc. On le laisse pour beaucoup de temps et elle garde donc cette déformation avec le temps. Alors donc c'est ça en fait la viscoélasticité. Donc tout simplement je mets donc une force sur un vase plein d'eau, avec d'eau qui va sortir sous pression, bien sûr. Donc j'ai la force. Alors j'ai le delta L par rapport au temps, j'ai la force et puis après un certain moment j'ai la contrainte constante, bien sûr la force constante, mais regardez le delta L et le mouvement, c'est à un certain moment il devient donc tangentiel. C'est très important avec la même force, mais juste en fonction du temps il y a delta L qui augmente. Hein. Il commence par 0, il augmente, mais avec le temps, hein, il augmente le tissu lui-même, puis c'est un comportement un peu particulier sur le tissu humain. Hein, et il y a ce comportement-là qui est un peu spécial. Donc, on fait ce qu'on appelle un comportement visco-élastique. Alors, la même chose aussi, la force en fonction du temps, je laisse même en fait le même allongement. En fait, je laisse le même allongement, je tire, mais je laisse, mais la force quand même commence à diminuer toute seule jusqu'à ce qu'elle atteigne une force minimale, donc tangentielle avec le temps. Donc en fait, c'est le comportement dans le temps. Hein. C'est très important de le savoir, de le souligner lorsqu'il s'agit de parler justement de comportement au corps humain. Alors, il y a ce qu'on appelle ici le flambement, le flambage, si vous voulez, ça c'est le corps. Alors, c'est pour cela que lorsque parfois il y a des humains où l'os il est déformé, hein, si le poids est très excessif, eh bien l'os il se déforme de cette manière-là. Ça s'appelle le flambage. Donc, il y a un certain niveau, surtout les gens qui sont très grands de taille, parce que ça dépend de la hauteur de l'os justement. Eh bien, très souvent, quand il y a une charge importante, eh bien, ça déforme l'os d'une certaine manière. Ça s'appelle donc justement le flambement, flambage. Hein, flambage, eh bien, c'est le fait que la poutre ou bien l'os, il change lorsqu'on le tire. Alors, ça c'est la notion de la co-contraction, ce qu'on appelle. Ça veut dire que j'ai par exemple un os entre deux muscles. Donc, il est composite, ce qu'on appelle donc composite, ça veut dire j'ai le muscle plus l'os. Donc, c'est une poutre un peu spéciale, si vous voulez. C'est comme si vous prenez une poutre et vous mettez entre les deux, qui est entre deux barres avec serré. Eh bien, c'est à peu près ça. Ça s'appelle donc une poutre composite. Donc, il est comprise entre un os et un muscle. Eh bien, en fait, ça, c'est vraiment un comportement un peu difficile parce que ça favorise justement la cicatrisation osseuse et correspond à une chaîne parallèle. En fait, ça dépend. En fait, l'os se trouve entre deux, comme un étau, entre deux, d'abord entre les efforts extérieurs et les efforts intérieurs et aussi les efforts justement des muscles. Donc, il est un peu entre les deux. Alors, on parlera par la suite, si vous voulez, on parlera par la suite de ce qu'on appelle la notion de fatigue d'un matériau. Alors, le fatigue, je vais vous en parler un peu peut-être vers la fin. C'est quoi en fait la fatigue? Je vous en ai déjà parlé, on a déjà tiré quelques points, on a déjà parlé quelques fois.
c'est le fait que qu'avec le temps et avec des forces cycliques, même qu'elles ne sont pas importantes, cycliques, mais un grand nombre de forces cycliques qui se répètent, répétitives dans le temps, il y a influence de l'os, justement, bien de la poutre. Donc, il y a donc ça peut donc entraîner la fracture de l'os, ça peut entraîner la rupture par exemple des tendons, etc. En fait, si jamais je mets par exemple l'os sous contrainte cyclique qui se répète, eh bien il risque d'avoir donc des problèmes. Euh, alors c'est ce qu'on appelle, il y a donc on peut étudier ce qu'on appelle la résistance à la fatigue. Donc ça veut dire donc on essaie de calculer de manière à ce que l'os résiste à un grand charge, donc un charge qui est répétitive, mais infiniment répétée. Voilà, répétitive dans le temps. Et donc, on va voir à quel niveau il va se passer. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Et donc, la suite vous parviendra, bien sûr, incessamment. Claire, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en parler ou bien à m'envoyer ça par mail. Alors, je vais essayer de vous envoyer ça. Alors, s'il vous plaît, pour les mini-projets, la prochaine fois, je vous parlerai des mini-projets à remettre dans le cadre de contrôle continu, des recherches bibliographiques. Alors, je vous prierai, bien sûr, s'il vous plaît, de m'envoyer la liste des binômes en fait, ou bien pardon, par mon nom, parce qu'on peut travailler par binôme maintenant, par mon nom, et chacun va m'envoyer vos emails personnels, et comme ça je vous donnerai les sujets à traiter chez vous, et que vous allez m'envoyer par la suite. D'accord? On se mettra d'accord sur une date de remise du devoir, et comme ça vous allez en retrait. Alors sinon pour le reste du cours, je vous préviendrai sur la fin de la façon avec laquelle on va faire le test et les formalités, comment ça va se passer. D'accord? Donc, ça viendra. Donc, bien sûr, la prochaine fois, on va continuer la biomécanique dentaire et puis on commencera les exercices. Un certain nombre d'exercices, les calculs et tout ça, comment calculer les choses. Et voilà. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez des remarques et tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, allez, bonne chance et à bientôt.